Une rivière entièrement à sec, des communes privées d'eau potable jusqu'à envisager de limiter les nouvelles constructions. L'eau est-elle en train de devenir un produit de luxe? Pour en débattre, Dimanche en politique installe ce matin ses caméras au milieu du Doubs à sécher sur la commune de Maisons-du-Bois, Lièvremont. Bonjour à tous. Alors, même si elle n'est pas due uniquement à la sécheresse, cette image interpelle forcément. Sur une dizaine de kilomètres, le Doubs a disparu de son lit, aspiré par les profondeurs. Dans ce secteur, entre Pontarlier et Morteau, plusieurs communes n'ont même plus du tout accès à l'eau potable. Alors doit-on s'habituer à manquer d'eau? On va en débattre avec nos 4 invités, ici installés au milieu du lit de la rivière Doubs asséchée. Bonjour Jean-Claude Maire. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune voisine d'Autrive-la-Fraisse, une commune ravitaillée depuis plusieurs semaines maintenant par des camions-citernes. Il n'y a plus d'eau potable dans votre réseau. Également sur ce plateau éphémère, Colette Jacquet, maire Bonjour. de Maisons-du-Bois, Lièvremont, le village où nous nous trouvons. Vous nous direz notamment vos inquiétudes, vous aussi, par rapport à ces ressources en eau et à l'approvisionnement en eau potable. Patrick Jor, conseiller régional d'hiver droite, maire et président du Grand Pontarlier. Bonjour. La capitale du Haut-Doubs qui, elle, a des ressources propres, notamment avec les puits de la plaine d'Arlier. On fera le point sur l'état des ressources avec vous. Et puis Jean-Pierre L'Étoile, directeur de l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté. L'Adréal, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Vous représentez ici les services de l'État qui, bien évidemment, suivent la situation avec attention. Bonjour à tous les 4. Merci d'être ici sur ce plateau éphémère. Donc, alors, comme d'habitude, vous pouvez participer à cette émission devant votre écran de télévision en interpellant directement nos invités, en leur posant vos questions sur la page internet de l'émission, sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche DIM-Paul FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Et puis comme nous sommes en direct, également sur le réseau Facebook où vous pouvez nous suivre. On salue d'ailleurs les internautes qui nous regardent. Alors Colette Jacquet, on est ici sur votre commune. Ma première question est très simple. Avez-vous déjà connu une situation pareille? Non. Dans la durée, absolument pas. Là, ça fait quand même un certain temps. Et puis, on sait que pour les mois à venir, la situation ne sera pas mieux, en tout cas pour le mois d'octobre et novembre. Donc, ça vous préoccupe? Des efforts sont à faire, oui, pour tout à chacun en consommation d'eau. Et puis, après coup, il est vrai qu'on a été obligé, il y a une semaine en arrière, de remettre de l'eau, donc d'aller prendre de l'eau sur le syndicat des eaux de Dommartin. Donc, c'est vrai qu'on demande vraiment à la population complète de faire très attention à la consommation d'eau potable. Jean-Claude Maire, vous êtes le maire par intérim de la commune voisine d'Autrive-la-Fraisse, une commune qui fait partie de ces communes dans le Haut-Doubs, qui n'a plus d'eau potable depuis plusieurs semaines maintenant. Vous êtes ravitaillé en camion-citerne. Expliquez-nous comment ça se passe. Bon, nous n'avons plus d'eau depuis le 30 juillet. Donc je voudrais déjà remercier monsieur le maire de Pontarlier qui nous fournit l'eau et remercier notre transporteur d'eau, monsieur Jacquet David Dupont. Donc aujourd'hui, la situation est très grave. Nous en sommes à 66 camions, 25 mètres cubes par camion, qui nous fait un total de 1650 mètres cubes, à 220 € le transport. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20 000 € depuis le 30 juillet que ça nous coûte. Ça coûte 20 000 € à une petite commune. Il y a combien d'habitants à Autrive? Nous sommes à 230 habitants. Donc on imagine que vous n'avez pas forcément le budget pour cette dépense supplémentaire en plus. Et non, le budget, je ne sais pas où on va le trouver. J'espère qu'on aura des aides. J'appelle nos élus à nous aider parce qu'aujourd'hui, on ne pourra plus faire face à ce problème. Je précise qu'Autrive-la-Fraisse n'est évidemment pas la seule commune dans ce cas à ne plus avoir du tout d'eau potable dans les réseaux. Non, il y a les alliés aussi. Donc nous, c'est les sources de David Dupont qui nous fournit l'eau. Donc avec des pompes, on monte au réservoir de la Fraisse. Du réservoir de la Fraisse, nous avons 2 autres réservoirs, la Combe d'Autrive et le château. Et depuis le château, on redistribue les alliés. Jean-Pierre L'Étoile, est-ce que cette situation va se généraliser? Est-ce que c'est une crainte des services de l'État? En gros, faut-il craindre que l'eau potable manque dans les semaines qui viennent à d'autres communes? La réponse est malheureusement oui, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de perspective de nouvelles pluies d'ici le 10 octobre.
On sait que la situation est à la fois exceptionnelle, mais risque de se reproduire dans le temps. Elle est exceptionnelle, on est effectivement dans un relief karstique, l'eau s'infiltre, mais également il y a eu des grosses crues qui ont fait qu'on a décolmaté, la rivière a décolmaté les fissures et donc s'infiltre encore davantage. Et puis on est dans une sécheresse qui est supérieure à 2003. Il suffit de regarder aujourd'hui les champs et les vaches qui n'ont plus rien à manger, par exemple, mais également le lit du Doubs. Donc il y a un vrai risque. Et ce que disait Madame le maire tout à l'heure est juste, il va falloir accroître les solidarités entre les collectivités pour approvisionner en eau. Est-ce qu'il y a un risque très concret de désamorçage, notamment par exemple au niveau du lac Saint-Point tout proche, ou du puits de Maté qui alimente tout le pays de Montbéliard et une partie du territoire de Belfort? Et là, si ça décroche, ce serait une catastrophe. Enfin, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants qui n'auraient plus d'eau potable. Tout à fait, mais je pense qu'on y est vigilant. J'espère que l'eau va tomber parce que le désamorçage, aujourd'hui, il n'y est pas. Mais s'il n'y a plus d'eau comme on a eu l'hiver en 2016 et 2017, le risque n'est pas nul. Alors Patrick Jor, vous avez tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps déjà. J'ai retrouvé une de vos interviews l'an dernier, à la même époque, où vous disiez « Attention, attention, Pontarlier a une épée de Damoclès au-dessus de la tête ». Finalement, on est dans une situation qui se répète. Oui, ce que disent toutes les personnes qui ont parlé avant moi, c'est que c'est un épisode qui est exceptionnel, qui est par sa durée, par ses conséquences, par son impact, mais surtout c'est un épisode qui risque de se renouveler. Et donc nous avons une responsabilité collective, bien sûr les collectivités locales, l'État bien entendu, mais également l'ensemble des consommateurs, parce que cette situation, par exemple pour le Grand Pontarlier, on a la nappe phréatique donc de la plaine de l'Arlier. Moi je peux vous annoncer que d'ici une dizaine de jours, nous allons désamorcer le puits numéro 3. Ça veut dire que nous allons devoir compenser sur le puits numéro 2, mais qui ne pourra absolument pas rendre ce que produisait le puits numéro 3. Et donc nous allons devoir tirer beaucoup plus d'eau. À peu près aujourd'hui, c'est 5 à 600 mètres cubes qui viennent du lac. Nous allons passer à 2000-2500 mètres cubes qui vont venir du lac tous les jours. Ça veut dire que le lac va continuer sa décote qui est exceptionnelle et qui est historique. Et c'est quand même la principale ressource en eau puisque les nappes phréatiques ne se renouvellent pas, ne se rechargent pas. Et donc là, on a vraiment un défi pour l'avenir. Et je pense que ça doit nous interpeller, ça doit nous interroger. Nous-mêmes, bien entendu, les élus locaux, pour réfléchir différemment notre développement à venir. Alors vous le disiez, situation particulière cet été. C'est le cas évidemment depuis mi-juin. La Franche-Comté est confrontée à une météo très particulière. À Besançon, Météo France s'est plongée dans les archives. Il y a des archives qui remontent à la fin du 19e siècle à Besançon. Et Météo France a constaté qu'on était sur le deuxième été le plus chaud de toute cette période-là et le deuxième été le plus sec. Alors, on est dans une situation exceptionnelle, mais qui se répète quand même ces dernières années. L'an dernier encore, vous tiriez la sonnette d'alarme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à manquer d'eau. En tout cas, il faut s'habituer à la consommer différemment. Il faut s'habituer à la protéger différemment, il faut s'habituer à la produire différemment. Et puis on a vu la succession d'un été quand même assez sec l'année dernière, d'un hiver exceptionnellement pluvieux, avec ici même ça recouvrait pratiquement la passerelle il y a quelques mois. Et aujourd'hui on est complètement sec, donc on a des à-coups climatiques qui vont se renouveler. Donc on doit réfléchir différemment au niveau local comme au niveau national, parce que l'eau va devenir un bien rare, un bien précieux, pour lequel il faut bien entendu que nous développions des éléments de sécurisation et de protection. Alors je vous l'ai dit, dans cette émission, je vais me faire le relais de questions qui nous sont posées sur Internet. Il y a John qui vous interpelle et qui vous dit on laisse des drainages abusifs, les pompages dans les nappes, on se fout des écosystèmes aquatiques, je reprends ces mots, et des politicards osent encore laisser croire que la gestion de l'eau les intéresse. En fait, John, il dit qu'il y a une vaste hypocrisie des pouvoirs publics. Est-ce que les uns les autres, vous considérez qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde a pris la mesure de la situation? Monsieur L'Étoile. Globalement, oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis une dizaine d'années, notamment avec les réglementations successives, la directive cadre sur l'eau au niveau européen. On préserve aujourd'hui les zones humides. On essaye de remettre les écosystèmes, notamment dans les rivières, pour permettre de réalimenter les nappes. Et puis, on essaye de lutter contre l'artificialisation dans les communes pour réinfiltrer de l'eau directement, pour qu'elles aillent directement dans les nappes et qu'elles n'aillent plus directement à la mer. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un long travail qui demande beaucoup de financement, beaucoup de solidarité et de co-construction entre les élus, les associations, les acteurs économiques et l'État. Sur les restrictions d'eau, il y a quelques jours, fin de cette semaine, le Grand Besançon est passé à son tour en niveau crise, qui est le plus haut niveau par rapport aux restrictions d'eau. Quasiment toute la Franche-Comté est désormais concernée, le territoire de Belfort y est en entier, le Jura y est en entier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste, ces restrictions des usages de l'eau ?
Oui, donc d'abord, même si aujourd'hui ils sont moins concernés les agriculteurs qui ne peuvent plus irriguer, après les industriels où il y a la mise en œuvre de restrictions d'eau dans la mesure aujourd'hui où ça n'impacte pas l'activité économique, et puis il y a tous les usages divers et variés, qu'ils soient dans les communes pour l'arrosage, que ce soit dans les stations de lavage, que ce soit dans les scieries, où on autorise uniquement l'arrosage quand il y a recyclage d'eau et pas quand il y a pompage directement dans la nappe ou dans la rivière. Colette Jacquet, vous avez l'impression que tout le monde a pris la mesure, les élus, les habitants aussi? Oui, moi je pense qu'au niveau des élus de la commune et des habitants, on a fait l'information énormément. Donc là, il y a une sensibilisation, mais on a toujours celui qui est à dire moi je consomme l'eau, qui ne se rend pas compte, et c'est ça qui nous fait mal, quoi. Par contre, au niveau de nos... Il y a du gaspillage, c'est ça que vous voulez dire? Quelque part, il y a du gaspillage pour certains, mais globalement, la population fait des efforts et je la remercie. Et ça, il faut continuer d'information et dire à tout à chacun, attention, ne consommez pas trop d'eau, ne serait-ce qu'une chasse d'eau, un réservoir, on met une pierre dedans, une bouteille d'eau, on consomme 2 fois moins. Je veux dire, il y a des petites actions très, très simples, les ruisseaux font les grandes rivières, les efforts de tout à chacun font qu'on s'aide, nous, entre nous, quoi. Il faut absolument. Jean-Claude Maire, tout le monde fait des efforts sur votre commune, par exemple? Tout le monde fait des efforts, mais il reste certains citoyens que ça ne dérange pas de gaspiller de l'eau. C'est malheureux et ça me rend... ça m'irrisse. Oui. Je ne supporte pas ça. Et en plus, on se permet de nous disputer. C'est nous qu'on a tort. Ça consiste en quoi le gaspillage? Vous avez des exemples en tête? Oui, j'en ai 3, 4. Certaines personnes qui laissent couler de l'eau dans les pâturages, ça ne les gêne pas. Ils partent 20 mètres cubes d'une nuit. Ça ne les gêne pas. Alors que le camion, 25 mètres cubes, 220 € la commune, plus 1,29 €. C'est tout le monde qui paye. Alors, il faut que ces personnes réagissent, qu'elles fassent attention un peu. Patrick Jor, est-ce que c'est pas facile, entre guillemets, de culpabiliser tout le monde quand on est élu? Parce qu'il y a aussi cette question-là qui se pose. Non, mais je voudrais répondre aussi à John pour lui dire que, bien entendu, les élus sont conscients de cette difficulté. Il y a certainement une prise de conscience, je me mets dedans, sur la problématique de l'eau qui est relativement récente. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on doit préparer l'avenir. Et donc, dans les différents schémas d'organisation territoriaux, comme le schéma de cohérence territoriale, dans les plans locaux d'urbanisme qui sont en train de se développer intercommunaux, la notion de ressources en eau, de protection de l'eau, la notion de lutte contre l'imperméabilisation, peut-être que nous avons, je le dis, collectivement commis certaines erreurs par le passé. Je suis prêt à l'avouer, mais en tout cas, par rapport à John, je peux vous l'assurer et je peux vous assurer qu'on est tous aujourd'hui embarqués dans cette lutte et on ne culpabilise pas tout le monde, on informe, on sensibilise tout le monde et il faut vraiment que ce soit une action globale, commune qui soit menée. Mais nous avons aussi nos responsabilités. Dans l'urgence, dans le très court terme, c'est par exemple les collectivités qui doivent travailler pour améliorer le taux de rendement de leur réseau de distribution, lutter contre toutes les pertes qu'il peut y avoir sur les réseaux communaux ou intercommunaux. Ça, c'est des actions très concrètes à très court terme. Il y a quelques jours, Christophe Lim, que vous connaissez très certainement, qui est président du syndicat des eaux et de l'assainissement à Besançon, a écrit une lettre à Christine Bouquin, la présidente du département du Doubs. Je vous cite une partie de cette lettre. « N'attendons pas une nouvelle sécheresse qui pourrait être catastrophique pour mobiliser tous nos moyens d'action. » Christophe Lim, donc adjoint communiste à Besançon, qui prône une politique de coopération et de solidarité et qui souligne le caractère d'urgence. Est-ce que effectivement l'ensemble des élus ne jouent pas le jeu? Parce que en creux, c'est ce qui est sous-entendu. Non, mais je pense que, j'en suis persuadé, tout le monde joue le jeu. Alors après, c'est vrai que selon l'état comme ici avec le lit du Doubs qui est complètement à sec, on est peut-être plus réceptif à l'urgence que dans certains endroits où il n'y a encore pas, par exemple, le degré d'urgence, enfin la gestion de crise pour tout ce qui est ressources en eau. Mais en tout cas, la lettre, je l'ai eue, bien entendu, et je m'associe à cette nécessité, mais l'État le fait aussi, enfin nous le faisons à notre niveau avec la création très prochaine d'un syndicat mixte Doubs-Haute-Loup, avec un EPAGE, donc un établissement public de gestion des eaux qui va gérer la notion de ressources en eau sur un bassin versant. Donc il y a une vraie prise en compte. En plus, avec le bassin Rhin-Rhône, on est en tête de réseau. Donc ce qui se passe ici peut aussi avoir un impact en aval. En bas, en aval. Monsieur L'Étoile ? Oui, moi je voulais simplement ajouter que le Parlement a quand même dit dans la loi NOTRe que les collectivités devaient s'organiser, notamment pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Ce qui est très contesté par les maires.
Oui, mais qu'aujourd'hui, on qui le ne voit veulent bien. pas perdre cette compétence eau et qui ne veulent pas que ça soit géré et mutualisé à un niveau supérieur. Voilà, mais aujourd'hui, les ressources sont différentes selon d'une commune à l'autre. Et si on veut gérer collectivement les ressources, on sera forcément obligé d'avoir une approche collective. Et je crois que l'enjeu, il est là, à la fois pour la gestion des réseaux, pour trouver les financements et pour distribuer l'eau de manière équitable sur l'ensemble d'un territoire. Mais il faut forcer certains maires à être solidaires, parce que finalement c'est ça, Ben, interconnecter les réseaux. Je pense que les événements vont nous pousser tous ensemble à co-construire une nouvelle politique de l'eau. Vous avez parlé les uns les autres d'agriculture tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un agriculteur, Thierry Chalmin. Il est président de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône et il parlait à Catherine Emziri du problème de l'alimentation en eau du bétail. C'était vendredi. Je vous propose d'écouter cet extrait et on réagit tous ensemble juste après. Alors Colette Jacquier, on est évidemment une région d'élevage, on est une région agricole, mais est-il concevable de donner de l'eau potable traitée à des vaches ? Voilà, donc le souci, il est là en fin de compte dans nos pâtures. Par exemple, pour la commune, on a 1300 unités gros bétail. Donc, le souci, c'est que ces bêtes se trouvent dans des communaux, dans des pâtures sans eau, puisqu'il n'y a plus de... Il l'a bien dit. Et je crois que là, on a des réserves d'eau qui pourraient être économisées. On sait que la nuit, ils chargent leur leur citerne pour arriver à alimenter leurs bêtes. On peut quand même pas laisser périr les bêtes. Bien sûr, oui. Il faut vraiment que ça se passe comme ça pour l'instant, mais il va falloir étudier et puis progresser dans cette optique-là, de façon à pas consommer l'eau potable qui est coûteuse pour tout à chacun, qui a été traitée aux UV. Et voilà, il y a peut-être un autre processus à prendre. Monsieur L'Étoile ? Oui, je crois qu'il faut imaginer de nouvelles ressources en eau. Quand l'eau tombe, c'est-à-dire comment la récolter et comment la conserver. On se souvient qu'il y a eu beaucoup d'eau ici au mois de janvier. On a eu affaire, on n'aurait pas pu faire l'émission ici. Le niveau devait être bien 3-4 mètres au-dessus. Alors c'est vrai que dans certaines régions, on a appris à faire des réserves collinaires. Ce n'était pas le cas parce qu'ici en Franche-Comté, l'eau ne manquait pas. Mais peut-être que pour le monde agricole, il faudra trouver d'autres dispositifs pour stocker l'eau. Patrick Jean, ça vous choque, vous, qu'on donne de l'eau potable à du bétail ? Ça me choque, disons que je suis conscient des difficultés qu'ont les agriculteurs. Donc, comme l'a dit Colette, on ne peut pas laisser mourir les têtes de bétail. Je voudrais simplement dire que là aussi, ça doit peut-être nous amener, avec les services de l'État, à réfléchir différemment par rapport à la notion de protégeabilité des puits ou des sources. On a sur le territoire du Grand Pontarlier une source qui n'est pas, entre guillemets, protégeable, et donc on ne peut pas utiliser pour l'alimentation en eau potable des habitants, mais qu'on pourrait très bien utiliser, par exemple, pour alimenter les têtes de bétail, en vérifiant qu'elles ne recèlent pas, puisque c'est tout le plateau des fours qui ressort dans cette source, les sources Martin. Il y a aussi la gestion du lac Saint-Point, qui est un vrai défi pour l'avenir. On a aujourd'hui une réserve en eau qui n'est pas inépuisable, mais quand même importante. Mais par contre, on a je crois qu'il est à 20%. Il est à 20% de sa capacité. Il n'a jamais été aussi bas de mémoire de riverains, en tout cas. Et vous nous avez annoncé tout à l'heure que vous allez pomper dedans le Grand Pontarlier. Le secteur du haut, c'est-à-dire que tout le secteur de Métabile, tout ça, n'a plus aucune source. Et donc, tout le secteur du haut est alimenté uniquement par les prises d'eau sur le lac. La ville de Pontarlier, d'ici 15 jours, va certainement devoir doubler, même tripler, entre guillemets, son pompage sur le lac. Donc, on va accentuer la perte. Et il y a un vrai défi, donc, peut-être à travailler sur les puits non protégeables pour certaines alimentations en eau, et puis travailler également sur le barrage du lac Saint-Point, qui est un vrai défi pour l'avenir. Il faut qu'on arrive à trouver une solution avec les services de l'État, avec les collectivités locales, le futur syndicat mixte, pour pouvoir le rénover et qu'il joue vraiment son rôle. Est-ce qu'il faut aussi chercher de nouvelles sources ? Est-ce qu'il faut prospecter ?
Oui. Moi, je pense Parce que ça coûte cher, ça voilà, aussi. dans les années 53, il y avait de l'eau, tout à chacun. Bon, c'est vrai on a fait les réseaux, on a fait les captages, les protections de captage récemment. Donc là, c'est très bien. Mais avec un sous-sol karstique comme on en a un, on a des difficultés au vu de la sécheresse et du réchauffement climatique. Et je crois qu'il va devoir partir dans des nappes, chercher un peu plus bas les ressources en eau. Ça, c'est pour l'avenir. Oui. Ça, c'est pour l'avenir. Si on revient à la situation présente, qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir une ressource en eau potable à la majorité des Francs-Comtois je veux dire demain, quoi, parce qu'on a tous compris qu'il y avait un caractère d'urgence. Est-ce qu'il faut, par exemple, réduire le débit d'eau? Monsieur Maire. Aujourd'hui, les agriculteurs... Vous revenez sur les agriculteurs, oui, allez-y. Je dis, il y a beaucoup de nouveaux bâtiments qui ont les citernes. Je pense que... Qui sont vides aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le plein au moment où l'eau tombait, c'est ça Si. Les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts. Il y a eu deux fois, je veux dire, des subventions et l'État, on peut le remercier par rapport à ça. Ils ont fait des travaux, ils ont fait pour avoir des aménagements réservés en eau. Mais aujourd'hui, on a tellement peu d'eau. On est sur une période trop critique et ils n'ont plus d'eau. Et ça, il a raison. Et donc, est-ce qu'il faut réduire le débit? Pour moi, oui. En tout cas, il faut réduire la pression. Voilà. Pour que, couper l'eau, c'est compliqué parce que derrière, ça fait des coups de bélier quand on remet l'eau en pression. Enfin, ça peut provoquer des gros dégâts sur les canalisations. C'est très compliqué à gérer parce que sur une même canalisation, vous pouvez très bien avoir un hôpital et puis des résidences. On ne peut pas gérer de la même manière l'eau pour l'hôpital, par exemple, ou pour une résidence individuelle. En revanche, réduire le débit, pourquoi pas. Réduire la pression, pardon, pourquoi pas. Qui prend ce type de décision? Ce sont les collectivités locales? C'est l'État? Ce sont les collectivités. Donc là, c'est une décision qui, pour moi en tout cas, ne doit pas être prise par une seule commune. Elle doit être partagée parce que il faut vraiment que ça se prenne au niveau d'un syndicat ou d'une zone géographique. Il faut que chacune des collectivités applique la même. Donc règle. Les élus locaux sont devant leurs responsabilités finalement. Je vous propose d'écouter une élue locale qui a pris une décision assez radicale. On en a parlé tout à l'heure. C'est la maire de la commune voisine des Alliés qui manque d'eau comme chez vous à Hauterive-la-Fraisse. Je vous propose d'écouter Sophie Bihiré. Sa commune est ravitaillée par camion-citerne depuis plusieurs semaines. Écoutez ce qu'elle a décidé de faire. Madame, messieurs, Madame Bihiré, elle est courageuse ou elle est insensée? Non, mais je crois qu'elle partage aujourd'hui un objectif que tout le monde a, que ce soit au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou du schéma de cohérence territoriale. L'eau va être au centre des préoccupations et il faut s'attendre à des mesures de restriction sur le développement urbain. Oui, mais c'est très courageux, je veux dire, de dire, vous limitez les constructions sur le Grand Pontarlier parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Dans le cadre intercommunal qui va être présenté à la collectivité 2019-2020, il y aura des mesures qui vont limiter, en tout cas, la notion d'alimentation en eau sera primordiale pour permettre le développement. Il ne faut pas non plus que parce qu'on est en tête de réseau d'eau pluviale, enfin d'eau de rivière, il ne faut pas non plus qu'on limite le développement, mais il faut que ce développement soit raisonné. Colette Jacquet, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut que tout à chacun fasse des efforts. Le développement, on est sur une région de la France où le développement est très important. On est très parce qu'on chanceux. le rappelle, on est à la frontière suisse, il y a une pression... Donc, je vais dire quelque part, on est très gâtés. Donc, moi, je pense que c'est plus un effort de tout à chacun, tout en privilégiant quand même peut-être des constructions à des endroits et pas à d'autres endroits. Voilà, faire peut-être un effort, quoi, suivant les zones. Comment rendre compatible le développement démographique, le développement économique avec la raréfaction des ressources, monsieur L'Étoile? Parce que là, on est vraiment là-dedans, quoi. Tout à fait, et je crois que c'est le rôle en particulier des schémas de cohérence territoriaux qui abordent le développement économique et urbain sur l'ensemble d'un territoire. Et l'État veille, quand il donne ces enjeux, à mettre l'enjeu eau potable comme un des premiers enjeux à respecter dans le développement. Voilà. Après, il revient aux collectivités et aux élus de savoir comment ils aménagent leur territoire. C'est une compétence décentralisée, mais en tout cas, l'État sera très vigilant. Sur cette question de la compatibilité entre développement économique et raréfaction des ressources, on a Caroline qui vous pose une question, qui nous dit dans le Jura, lui aussi en sécheresse, comme l'année dernière, le projet Center Park, grand gaspilleur d'eau,
est toujours en cours. Est-ce que la ressource en eau doit aussi être prise en compte? Je vais m'adresser à vous parce que vous êtes conseiller régional. C'est la région qui porte ce projet. On sait qu'effectivement les projets de ce type sont très consommateurs d'eau. Est-ce que là, il n'y a pas une incompatibilité ou une hypocrisie? Je ne sais pas. Alors, sur le dossier propre du Center Parc, je ne vais pas m'engager puisque je ne connais pas finalement ce dossier d'un point de vue technique. Hein. Simplement, ce que je veux dire, c'est ça a été beaucoup débattu au Conseil régional, monsieur Jean. Débattu, mais pour l'instant, la décision n'est pas définitive. Enfin, il y a encore des études et autres. Donc voilà. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que nous réfléchissions par rapport à ce que disait monsieur L'Étoile pour les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, avec peut-être aussi imaginer différemment la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, comme vous le disiez, imaginer des retenues collinaires, on peut peut-être imaginer des retenues d'eau par des barrages qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a des secteurs où on pourrait créer artificiellement des retenues d'eau qui pourraient répondre aussi aux besoins de développement urbain des collectivités, à un développement raisonné, mais qui est indispensable et nécessaire quand même pour les collectivités. Simplement, il faut qu'on aille rechercher l'eau. Aujourd'hui, on a dépensé plus d'1 million d'euros sur le Grand Pontarlier. On ne sait pas toujours où retrouver l'eau à la place des 2 puits qui doivent être fermés. Donc il y a une vraie difficulté également qui est liée à la géologie du secteur. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie d'imaginer peut-être des solutions qui n'existent encore pas aujourd'hui. Il est bientôt midi. Je vais juste vous demander si vous êtes confiant en l'avenir, Jean-Claude Maire. Il faut rester confiant, oui. Vous pensez que ça peut s'améliorer? Vous êtes optimiste? Je pense, pour finir, on veut trouver des ressources en eau. Mais je pense que ça va engager beaucoup d'argent. Et vous, Colette Jacquet? Oui, pour la communauté de communes donc, de Montbenoît, on est sur la recherche en eau au niveau des gorges sur Ville-du-Pont. Donc on a bon espoir de trouver une nappe et puis de pouvoir fonctionner avec cette nappe. Donc, mais c'est vrai que c'est coûteux, ça va engager énormément d'argent. On a déjà les études de démarrer. Mais c'est vrai que c'est très... Et je pense que c'est dans ce domaine-là qu'il faut que tout à chacun fasse un effort de recherche en eau, mais cette fois-ci par des nappes et non plus par des sources, puisque les sources sont défectueuses avec notre sol karstique. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus pour cette émission dans un cadre assez exceptionnel, même si ça interpelle forcément. Dans un instant, vous aurez votre flash d'information régionale et ensuite, Dimanche en politique continue avec Jean-Luc Mélenchon qui est reçu par Francis Letellier. Bon dimanche à tous et merci à la Syrie Rufnac qui nous a accueillis ce matin.